Bonjour à tous, donc, je suis Jeanne Cador. Ah, d'accord, un petit problème technique. Donc psychologue à l'hôpital Necker Enfants Malades en service de génétique des surdité. Donc c'est un service de génétique plus large et donc moi je suis au CRMR, Centre de référence maladies rares des surdités génétiques, avec le docteur Sandrine Marlan. Et donc aujourd'hui, avec Monsieur Bizaguet, on voulait vous parler de la surdité et de l'apport génétique dans la surdité et dans la prise en charge de la surdité et voilà, comment aborder un petit peu toutes ces problématiques au niveau, enfin, dans votre pratique d'audioprothésiste. Je ne sais pas trop comment. En fait, j'ai pas mon PowerPoint qui s'affiche, je ne sais pas comment passer les diapositives. Ah non, moi, c'était juste ça. D'accord, non, mais je crois que c'est bon. Et voilà, merci. Alors pour introduire du coup avec quelques chiffres, donc en général, aujourd'hui on sait que 80% des surdités sont d'origine génétique et que parmi elles, donc 90% sont isolées, c'est-à-dire sans autres troubles associés, et 10% d'entre elles sont dites syndromiques, c'est-à-dire que la surdité entre dans une maladie plus globale incluant d'autres troubles. Et donc, au CRMR Surdité, nous recevons des familles qui viennent avec un ou des enfants sourds et qui ont ce diagnostic de surdité, mais qui ne savent pas l'étiologie de cette surdité. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir leur proposer des analyses génétiques pour remonter à cette origine et pouvoir mieux comprendre et appréhender la surdité. Donc juste un petit point, effectivement, je parle de surdité et c'est ce qu'on fait effectivement dans notre pratique, ce qui peut effectivement parfois crisper un peu les patients, mais voilà, on essaie de leur expliquer que c'est un terme médical, scientifique, mais que bien sûr, il peut s'agir d'une surdité moyenne, sévère, profonde, légère aussi. Voilà, quel que soit le type de surdité, on emploie ce terme-là. Donc déjà, pour replacer un petit peu le contexte d'une consultation génétique, on sait que parfois, il y a certaines peurs et des appréhensions vis-à-vis de la génétique, avec beaucoup de représentations, individuelles ou collectives d'ailleurs, autour de la génétique, qui parfois interviennent un peu dans la perception du patient. On sait que la génétique aussi est très liée à l'intimité, à l'identité. On parle souvent de code génétique, un peu comme oui, c'est ça, un code qui expliquerait qui on est, à quoi on ressemble, vraiment notre identité propre, qui fait aussi notre unicité, notre caractère unique par rapport à toute la population mondiale. Et la génétique aussi vient remettre en question parfois le système familial et certaines relations qu'on peut avoir avec les membres de la famille. Donc ce qui peut aussi faire peur aux patients par rapport aux relations qu'ils peuvent avoir avec leur famille. Évidemment, en tant que parent, il y a cette culpabilité qui intervient souvent de pressentir qu'on peut être impliqué dans l'origine de la surdité, même s'il ne s'agit évidemment pas d'une question de faute, c'est souvent un terme qu'ils emploient, mais d'une transmission en fait, et c'est souvent une chose qui gêne un peu les parents et donc qui peut les rendre réticents à ces tests génétiques. Il nous rapporte aussi souvent une envie de ne pas savoir, en fait. On préfère ne pas savoir, découvrir des choses qui vont empirer la situation, et donc parfois ils préfèrent en rester là, donc voilà. En fait, avec tout ce contexte et ces appréhensions que nous rapportent les familles, de manière plus ou moins indirecte d'ailleurs, l'idée, c'est de pouvoir, nous, quand on les accueille en consultation génétique, de pouvoir faire émerger un peu toutes ces interrogations et de les accompagner là-dedans en respectant effectivement ces doutes, parfois même ces méfiances. Donc, je voulais vous parler un petit peu du parcours qu'on propose, nous, au CRMR Surdité, qui est un peu particulier parce qu'on suit ils suivent tout un parcours à chaque fois qu'ils viennent pour la première fois en consultation avec nous. Donc, et d'ailleurs, je vous montrerai juste après le livret qu'on leur distribue en amont. Donc, normalement, c'est pas nous qui leur donnons, mais c'est les professionnels qui les envoient vers nous, qui expliquent un petit peu justement comment va se passer ce parcours et qui vont rencontrer, l'organisation et tout ça. Donc premièrement, ils rencontrent une psychologue, donc moi-même en l'occurrence, pour leur expliquer comment se déroule la consultation, quelle est l'organisation à un niveau un peu plus logistique, et puis aussi pouvoir être là pour accueillir recueillir en tout cas leurs questionnements, leurs attentes par rapport à cette consultation génétique, qui peuvent être assez variées selon les profils.
Après, donc, je les accompagne voir l'infirmière qui va être là pour préparer la prise de sang qui a lieu à la fin de la consultation. Et donc, on essaye de prendre en charge au maximum les enfants dans une démarche aussi que la démarche soit pas trop compliquée pour eux. Donc souvent c'est des enfants qui ont déjà un parcours assez lourd au niveau de tout leur suivi et tout ça, et notamment par rapport à la douleur. Donc parfois il y a eu des opérations chirurgicales, des expériences un peu lourdes, donc on essaye de maximiser un peu leur bien-être, on va dire, et donc c'est pour ça que l'infirmière pose un patch EMLA, donc c'est un petit patch anesthésiant pour permettre qu'il n'y ait pas de douleur au moment de la prise de sang. Donc souvent ça vient rassurer aussi les familles de voir qu'on est là aussi pour les soulager au maximum. Ensuite, la famille rencontre la généticienne, médecin, qui va reprendre un peu avec eux toute l'histoire de la famille, du patient, donc, qui est très souvent un enfant. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais l'âge de l'enfant peut être très varié. On peut recevoir des tout petits de quelques mois comme des adolescents. C'est vraiment très varié. J'aurais du mal à faire une moyenne, mais on va dire de manière générale qu'ils auraient peut-être autour de 5 ans, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas fait de statistiques, donc c'est vraiment un ressenti, mais en tout cas, c'est la plupart du temps des enfants plutôt jeunes. Et donc le médecin reprend cette histoire-là, elle fait un arbre généalogique avec la famille pour reprendre un petit peu tous les antécédents familiaux, que ce soit de surdité ou d'autres maladies d'ailleurs, ou enfin d'autres troubles. Elle fait un examen clinique de l'enfant, elle l'ausculte un petit peu pour voir s'il y a d'autres signes au niveau morphologique qui pourraient la mettre sur une piste d'une étiologie. Et ensuite, en fonction de toutes ces informations qu'elle a pu recueillir par elle-même et avec l'aide de la famille, elle informe du coup ce qu'elle peut faire comme analyse génétique, et elle fait signer un consentement aux parents pour bien exprimer leur accord pour ces analyses, que ce soit pour leur enfant ou pour eux-mêmes. Suite à ça, ils revoient l'infirmière qu'ils ont vue précédemment, cette fois-ci pour la prise de sang. Et donc, il y a un prélèvement qui est organisé pour l'enfant et pour les deux parents, même si on commence les analyses chez l'enfant. Et en fait, une fois qu'on a retrouvé quelque chose au niveau de l'enfant, on remonte au niveau parental pour voir si c'est une surdité qui serait héritée ou pas. Donc voilà, le fameux livret dont je vous parlais, qui reprend un petit peu les éléments que je vous ai cités. Voilà, donc tout est un peu repris. Dans la réalité, les patients l'ont souvent reçu, mais pas forcément lu, parce qu'ils ont énormément de documents, donc d'où l'intérêt que je puisse reprendre ça avec eux quand ils arrivent, parce que parfois ils s'attendent à rencontrer un médecin pendant une demi-heure et c'est terminé. Donc quand on leur dit que ça va durer peut-être une demi-journée, voilà, c'est pas forcément, faut leur demander un peu d'adaptation. Donc voilà, je vais me focaliser sur l'intérêt et les objectifs d'une consultation en génétique qui ne sont pas forcément très clairs pour les familles. Donc c'est des éléments qu'on va reprendre tout au long de la consultation, bien sûr, et qui pourront du coup être abordés aussi par d'autres professionnels que les généticiens, enfin que l'équipe de génétique, on va dire. Donc déjà, l'intérêt premier, évidemment, c'est de pouvoir comprendre quel gène est impliqué dans la surdité, quelle serait du coup l'origine de la surdité, quelle mutation est en cause, est-ce que cette mutation est héritée ou survient de novo, c'est-à-dire qu'elle viendrait ni du père ni de la mère, mais qu'elle viendrait au moment de la conception de l'enfant. Et du coup, quelles seraient les conséquences sur le développement de l'enfant et sur ses prises en charge, notamment par rapport à l'appareillage et éventuellement dans un projet aussi d'implantation cochléaire. Donc ça vient répondre souvent à des questionnements de la part de la famille qui peuvent être assez pressants parfois, notamment suite à des périodes un peu d'errance diagnostique ou beaucoup de questionnements de la part de la famille qui est un peu perdue par rapport à tout ça. Donc ça vient déjà fixer les choses. Et notamment, je reviens sur cette question des représentations autour de la génétique et tout ça. Là, on pourra donner une information fiable et claire pour que la famille et l'enfant puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et que, voilà, même si après, comme disait Pauline Garnier, ils se font aussi leur représentation de l'origine de la surdité, mais en tout cas, que nous, on puisse leur délivrer une information rationnelle, on va dire, et scientifique à cette surdité. Tout ça va permettre aussi une appropriation de la surdité pour les enfants qui sont aussi dans des démarches parfois d'acceptation un peu compliquées et de pouvoir justement faire son histoire et construire son histoire par rapport à cette étiologie et à ce qu'on en a compris.
Et donc ça va aussi aider à la prise en charge de cette surdité. Donc dans la continuité de ça, on peut mieux comprendre le type de surdité dont il s'agit chez l'enfant, donc notamment par rapport à son caractère évolutif ou non. Est-ce que c'est une surdité qui va rester stable dans le temps? Est-ce qu'elle va progresser? Est-ce que lorsque c'est une surdité unilatérale, est-ce qu'elle peut devenir bilatérale? Un peu tous ces questionnements qui sont souvent très présents chez les parents. Et une autre question très importante et que les parents n'ont souvent pas envisagé, c'est de savoir est-ce que la surdité peut rentrer dans le cadre d'un syndrome, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Et à ce moment-là, est-ce que les autres troubles qui peuvent être présents chez l'enfant, que ce soit des troubles visuels, des malformations, des retards de développement, est-ce que tout ça, en fait, fait partie d'un ensemble, d'un tout, qui serait une maladie rare, un syndrome génétique, auquel cas, donc, il y aurait des prises en charge à mettre en place par la suite pour vraiment proposer quelque chose d'adapté aux patients. Dans certains cas, donc on va être amené à apporter un diagnostic donc génétique qui annoncera un syndrome derrière, et dans certains cas, ce diagnostic sera présymptomatique, c'est-à-dire que les symptômes annoncés qui font partie du syndrome ne sont pas présents au moment où on fait cette annonce, donc ce qui rend l'annonce quand même assez particulière, parfois très difficile, parce que les parents venaient pour faire une étiologie d'une surdité et en fait on leur annonce quelque chose de plus, et souvent ils parlent de double peine en fait quand on leur annonce ce diagnostic. Donc la surdité, bon voilà, c'était plus ou moins géré, on était dans un processus de prise en charge, d'acceptation et tout ça, et en fait ils se retrouvent avec ce nouveau diagnostic qui vient encore bouleverser toute cette prise en charge et toute leur histoire familiale. Donc voilà, ces diagnostics présymptomatiques ne sont pas forcément évidents pour l'équipe, et donc à ce moment-là, la psychologue est souvent, donc moi-même, est présente pour ces annonces diagnostiques et pour pouvoir accompagner la famille et également l'équipe médicale dans ces moments. Et donc aussi, effectivement, dans le cadre d'une surdité syndromique ou parfois des surdités un peu plus complexes, atypiques, pas forcément très connues, en fait, la génétique peut apporter des éléments clés par rapport à la compréhension de ces surdités particulières, notamment dans les difficultés d'appareillage, et parfois tous les professionnels tâtonnent un peu autour de tout ça, donc ça peut permettre d'apporter des éclairages. Le troisième aspect est néanmoins très important de cette consultation en génétique, c'est de pouvoir apprendre à la famille, en tout cas leur transmettre ce qu'on sait du mode de transmission de la surdité. Donc savoir est-ce que c'est une surdité, après je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est récessif ou dominant, est-ce que, comme je vous disais, est-ce que c'est hérité des parents, ou est-ce que c'est de novo, donc c'est des termes que je vais peut-être pas détailler maintenant, mais qui vont beaucoup jouer sur la perception des parents de cette surdité et sur leurs projets familiaux et notamment sur leur projet parental. Donc parfois, il y a beaucoup de remises en question, de rediscussions au sein du couple par rapport à un projet de grossesse, par exemple, à leurs projets familiaux d'agrandir la famille. Et donc parfois, justement, les parents vont renoncer à avoir un prochain enfant parce que pour eux, la prise en charge est trop lourde pour leur enfant. Parfois, il va y avoir des dissensions au sein du couple. Et dans certains cas de maladies rares et de syndrome génétique, on pourra évoquer la possibilité de DPN ou de DPI, donc c'est le diagnostic prénatal ou diagnostic préimplantatoire. Donc il y a une démarche assez particulière et qui concerne vraiment des cas très particuliers. Donc voilà, je ne pense pas avoir le temps de rentrer un peu dans ce détail, mais je pourrais le réaborder sans problème s'il y a des questions. Voilà. Donc l'objectif de cette consultation de génétique, elle est aussi donc à notre niveau de professionnel vraiment intéressante au niveau du suivi du patient. Donc en fait là je voulais vous parler d'une étude qu'on est en train de faire, qui n'est pas encore aboutie avec mes collègues, sur la transition enfant-adulte des patients avec une surdité, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans ce passage justement de l'enfance à l'âge adulte, il y avait beaucoup de pertes d'informations sur la génétique, sur leur diagnostic, sur toute l'information qu'ils avaient au niveau génétique.
Et donc, ce qui pouvait avoir des conséquences assez importantes sur leur prise en charge et sur leur qualité de vie. Notamment quand ils deviennent adultes et que justement ils se lancent dans une vie professionnelle, quand ils ont un projet parental, quand ils rencontrent des gens, et donc parfois ils ne savent pas forcément expliquer leur surdité, l'étiologie de leur surdité. Et donc, on s'est rendu compte en revanche qu'au niveau matériel, au niveau des aides et notamment de l'appareillage, pour ça, ils étaient toujours très impliqués parce qu'en fait, c'était pour eux, c'était leur quotidien, c'était nécessaire. Donc, voilà, on s'est dit qu'il y avait sans doute un travail à faire justement de lien entre les différents professionnels et notamment les audioprothésistes pour pouvoir remettre à jour un peu ces connaissances en génétique et pouvoir éclaircir cette dimension-là qui reste quand même très importante dans la vie du patient. Donc voilà, dans la suite de cette étude, donc, je voulais insister sur l'importance de faire du lien entre les différents professionnels, donc les audioprothésistes, mais ça peut être aussi toutes les institutions qui vont être autour du patient, que ce soit des CMP, toutes les structures un peu spécialisées autour des enfants sourds. Et la génétique, les professionnels en génétique sont là justement pour pouvoir informer ces autres intervenants du type de surdité, de ce qu'on en connaît au niveau génétique, et ça peut donner des informations relativement concrètes pour les aider aussi dans leur pratique et dans leur accompagnement du patient. Et donc souvent, le généticien a un rôle de coordination de ce suivi. Et surtout lorsque les spécialistes qui entourent l'enfant sont moins spécialisés en surdité. Donc je pensais notamment par exemple aux orthophonistes ou au niveau scolaire par exemple, où les institutrices ne sont pas forcément très à même d'accueillir les enfants avec une surdité. Donc voilà, tous ces professionnels qu'on peut aussi éclairer et accompagner pour une meilleure prise en charge du patient. L'intérêt aussi pour nous professionnels, c'est de pouvoir croiser nos savoirs, nos expertises, et donc de pouvoir, donc comme j'ai déjà dit, évidemment de pouvoir accompagner la famille, mais aussi d'améliorer notre savoir à nous, de faire progresser la recherche, tous les progrès autour de la prise en charge de la surdité, et voilà, dans l'optique de s'améliorer et d'améliorer la prise en charge. Donc voilà, du coup je vais aller un petit peu vite, j'ai l'impression, mais la conclusion de tout ça, c'est que la consultation de génétique vraiment fait partie intégrante d'une bonne prise en charge du patient sourd et de sa famille. Les enjeux sont très différents, comme vous pouvez le pressentir, mais néanmoins primordiaux à chaque étape de l'appareillage du patient. Donc tout jeune pour que les parents, déjà dans cette démarche d'acceptation de la surdité, puissent intégrer ça dans leur histoire. Pour les enfants d'âge scolaire, pour améliorer la scolarité, les aides notamment avec la MDPH qui n'est pas forcément toujours au courant de ce que ça peut être que vivre avec cette surdité, voire avec un handicap quand la surdité est syndromique. Donc la génétique vient apporter vraiment tout cet éclairage pour les enfants des tout petits d'âge scolaire et pour les plus adultes, on va dire, par rapport justement à leur projection dans leur vie future et à tout ce qu'ils peuvent prévoir en termes de projets familiaux et de projets de grossesse. Voilà, j'ai mis quelques sources avec notamment le livret que je vous ai présenté sur la consultation de génétique. On a un autre livret qu'on distribue au cours de la consultation, non pas sur notre consultation à nous, mais sur les surdités génétiques de manière générale, parce que c'est vrai que c'est des consultations qui sont très riches en termes d'informations, souvent très denses, et voilà, les familles ont parfois du mal à tout intégrer, ce qui est complètement normal, et donc ça leur permet d'avoir un peu ce support aussi pour reprendre des choses. Et livret qu'on peut aussi reprendre d'ailleurs lors d'une consultation de rendu de résultats diagnostiques pour apporter un diagnostic génétique. Donc là, on peut se rebaser dessus pour reprendre un peu les éléments, donc c'est assez précieux. Et voilà, je voulais aussi vous parler d'une vidéo qu'on leur montre parfois, notamment aux enfants. Ça leur permet de bien comprendre, parce que la génétique, ça peut paraître quand même très abstrait pour des enfants. Donc on leur montre une petite vidéo qui a été faite par la filière de santé Madir Arsens Gène, qui explique voilà, pourquoi il vient aujourd'hui en génétique avec ses parents, qu'est-ce qui va y être fait, quels seront les résultats de tout ça, et voilà, ça explique un petit peu mieux tous ces aspects.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors du coup, je suis allée un petit peu vite, mais il y a probablement des choses qu'on peut reprendre et que M. Bizaguet aussi abordera sans aucun doute. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Et effectivement, ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec Éric Bizaguet et nous rassemblerons les questions à l'issue de sa présentation. Ah, c'est pas mon diaporama, ça. Ça va être compliqué. Je préfère avoir le mien. J'ai déjà du mal, on m'a changé mon sujet il y a un mois, donc il a fallu que je travaille beaucoup. J'attends, j'espère qu'il est là. Alors je vais parler de mon conflit d'intérêts, parce que j'ai toujours été un homme libre, j'ai jamais parlé au sein du collège, et au sein du collège je suis libre. Et donc je travaille maintenant pour Audition Santé, pour ne pas les cacher. Mais je pense que ça ne change rien à mon discours, et le partage de la connaissance est quelque chose qui m'a toujours plu, et ça fait maintenant 45 ans que ça dure. Et mon métier a beaucoup changé en réalité. J'ai rajouté le pourquoi, parce que je ne l'ai pas trouvé dans mon plan, et c'était important d'expliquer pourquoi ça n'allait pas, etc. Donc, je suis prothésiste, voilà. J'ai commencé à travailler en 75, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas de génétique, j'avais pas de PEA, on n'avait rien. On n'avait rien. Et pourtant, on savait faire. Et l'humain était quelque chose de très important. La clinique était quelque chose de particulier. On était vraiment obligé d'être des techniciens. Aujourd'hui, on peut être aidé par des techniques diverses. J'ai dit un petit peu dans le diagnostic de la surdité, avant l'appareillage, on a l'audiométrie subjective du médecin, on a les PEA, on a les automissions, on a les produits distorsion, on a les SSR, il y a les PEA centraux, il y a tout un tas de matériel qui est à notre disposition. Quand j'ai commencé à travailler, on ne faisait pas de fond d'œil, on ne faisait pas de recherche de protéinurie, tout ça c'est devenu nouveau en réalité, c'est l'évolution logique qui s'est passée. L'examen radiologique était très très rare, on ne faisait pas de scanner ni d'IRM. Ouais, on a vraiment changé, et surtout, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le bilan génétique. Il a changé, il va changer nos vies. J'aimerais être là dans 30 ans, ça ne sera pas le cas, mais j'aimerais être là dans 30 ans parce que tout est en train de changer. L'apport de la génétique, c'est savoir répondre aux questions en tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire. On en parlait avec Jeanne Cador et elle disait, mais on dit un peu la même chose. Oui, on dit la même chose, mais pas avec des mots différents, avec des esprits différents. Et je me rappellerai toujours de quelqu'un qui m'a dit, il faut redondance. C'était le docteur Moati. J'avais assisté un jour à une de ses consultations et il avait dit à des parents, j'avais trouvé extraordinaire la manière dont il avait expliqué aux parents la surdité, etc. Et quand je les ai reçus au laboratoire, j'étais derrière et personne ne m'avait vu. Quand j'ai demandé aux parents, qu'est-ce qu'on vous a dit, ils n'ont dit rien. La génétique, c'est une sidération. Non une surdité, c'est une sidération. Les parents pleurent encore quand ils arrivent dans nos bureaux, etc. Dès qu'on met la première prothèse et qu'il y a une première réaction, c'est très émotionnel en réalité notre système. Alors il faut savoir répondre aux questions le plus possible, c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre. On peut modifier la prise en charge en fonction de la génétique. Si j'ai un syndrome, si j'ai une possibilité d'avoir une évolution, etc. On vous en a parlé, c'est très très important. Je ne vais pas aborder le sujet de la même manière. Je ne vais pas rester audioprothésiste, mais toujours au sein de l'équipe. L'important c'est l'équipe. Qu'a dit l'équipe? Comment ça a été intégré? Sur quoi on va? Qu'a décidé l'équipe? Voilà. Alors on a la chance de travailler chez l'enfant avec des groupes relativement restreints, on se connaît tous, et c'est très très facile à ce niveau-là. Permettre de comprendre des difficultés d'appareillage. Combien de patients j'ai accusé à un moment de dire mais vous faites pas l'effort de le porter, surtout chez l'adulte, sur des neuropathies anciennes, etc. Et le jour où on a la génétique qui vient nous dire, on dit punaise, je les ai forcés un petit peu à faire des choses peut-être un petit peu inhumaine, et ça me ramène à un point on est très faillible, donc il faut vraiment écouter le patient. J'ai entendu dans les discours précédents, écouter le patient, et c'est lui qui est important. Il faut lui expliquer. L'une des personnes qui dit on m'a pas expliqué, je pense pas que ça soit possible. Moi j'explique au patient pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, quelles cellules, quel ceci, comment ça va se faire, comment ça va évoluer, etc. Et je lui dis je suis faillible, mais il faut expliquer. Je pense que c'est le principal. Et écouter, c'est le point important surtout. Intégrer la surdité dans la recherche d'un syndrome, bon c'est pas mon domaine puisque je suis pas généticien. Prédire l'évolutivité, choisir une prothèse en fonction de l'évolutivité possible, choisir une prothèse en fonction des difficultés qu'on va rencontrer. Vous allez voir, dans la deuxième partie de mon topo, j'explique un petit peu par rapport aux gènes ce que ça peut représenter dans l'avenir. Et cet avenir est proche en réalité. Prédire l'évolutivité, la qualité de la fonction auditive, on va voir ça tout de suite après. Voilà. La compréhension de la localisation, en effet, peut induire une action, un discours différent. Donc le fait de savoir la génétique, et là je fais le seul reproche que je ferai à la génétique, on attend trop longtemps. Entre le moment où le patient
patient est dépisté, le moment où on connaît sa génétique, il se passe des mois et encore, j'espère qu'il y aura une accélération, que l'État comprendra que c'est une priorité pour nous, pour les patients, pour l'ensemble. Et je pense que la psychologie est importante à ce moment-là. L'intégration dans le réglage, l'indication thérapeutique vers l'implant cochléaire, le traitement du futur. Je parlais de PMA un petit peu. J'ai émotionnellement pas des parents qui viennent me demander qu'est-ce que je fais. Et ils ont confiance en moi. J'ai appareillé leurs grands-parents, leurs parents, les enfants. Ils ont une confiance absolue. C'est pour ça qu'il faut partager et essayer de connaître un petit peu tout ça. Alors la génétique, la première fois que j'entends parler de génétique réellement, alors on connaît la génétique depuis longtemps. J'avais des familles de 8 personnes qui étaient sourds. Il faut être idiot pour pas penser qu'il y avait un facteur génétique, c'est évident. Mais on n'avait pas compris pourquoi, on n'avait pas compris où c'était, on n'avait pas compris tout ça. Et de toute manière, ça n'empêchait rien à l'époque. Aujourd'hui, les conseils génétiques, la manière dont ça se passe, la connaissance du gène fait qu'on a quand même beaucoup plus de choses. 93, la connexine 26, c'est il y a 30 ans pratiquement. Plus de 200 gènes sont aujourd'hui connus. J'avais lu dans un article qu'il y en avait 500. J'ai essayé de retrouver l'article, je ne l'ai pas trouvé. Mais on est au début. Ça va exploser. Vous allez voir tout à l'heure, ça va exploser. Et l'exemple, par exemple, on a trouvé des gènes sur des chromosomes, par exemple le 13, et on s'aperçoit qu'il y a une toute petite molécule qui a changé un guanine, etc., à la place d'un autre, et qui donne en réalité des surdités qui sont très importantes et qui impactent énormément. L'UCHR, par exemple, c'est une atteinte du chromosome 13. C'est une protéine connue pour la myosine, et la myosine, on en a dans un certain nombre de parties du corps. C'est pour ça qu'on a la vue qui va être impactée, l'audition qui va être impactée, l'équipe. Pour moi, UCHR, c'était complet. Et tout d'un coup, en refaisant le travail que j'ai fait pour vous aujourd'hui, je m'aperçois que c'est pas du tout la même chose et que le UCHR1, le UCHR2, le gène 3, c'est pas les mêmes gènes. C'est pas parce qu'on a une symptomatologie qui existe que forcément tout est pareil. Et je m'étais toujours demandé pourquoi un, l'autre ou le troisième. Ben, tout simplement parce que c'est pas les mêmes gènes, c'est pas les mêmes locus, c'est pas les mêmes mutations, c'est pas les... Et il suffit d'un tout petit changement. Alors je ne sais plus combien il y a de milliards de possibilités. J'ai lu un truc où si jamais on écrivait mot à mot chacun des éléments, il faudrait 700 livres de 1000 pages. Écrit tout petit. Donc vous voyez, notre génome, il est quand même quelque chose d'incroyable. Alors je réponds évidemment à ce qui est dit, la surdité génétique c'est 80%. Quand j'ai commencé, c'était 10%. On pensait tous que ça venait d'un accident, en réalité. 68% c'est autosomique récessif, donc avec une certaine surdité sporadique, c'est-à-dire qui interviennent alors qu'il n'y a pas de cause normale, etc. 20% autosomique dominant, donc on sait dans la traçabilité vis-à-vis de la psychologie l'impact que ça va avoir dans la responsabilité que peut porter un des parents par rapport à un autre. 1% c'est lié à l'X, 10% sont syndromiques, alors il y a des chiffres qui vont à 30%. Je crois qu'on a tous des biais dans l'idée, en fonction de l'hôpital dans lequel vous êtes, vous n'avez pas forcément le même recrutement et pas forcément la même capacité. Ouais. Et 1% des surdités mitochondriales, c'est un vrai poison, parce que c'est des surdités qui sont évolutives, c'est des surdités qui sont énergétiques, c'est des surdités qui pourraient peut-être être aggravées par le fait de l'appareillage, ce qui nécessite vraiment une capacité de traitement de la force de manière importante. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout conseil génétique, je suis très très loin de là, mais je suis obligé de connaître je vais avoir la connaissance de l'étiologie, parce que je m'adapte en fin de compte, et mon discours, il s'intègre dans celui du médecin, dans celui de l'équipe, etc. au départ. Il pose des questions. Elle peut être déduite par la simple observation des pathologies associées dans le cadre d'un syndrome. Bon, c'est facile, vous avez l'enfant, il arrive avec une mèche blanche, les parents ont une mèche blanche. Bon, c'est assez facile de repérer un Vandenberg, même si on est aveugle, on arrive quand même à le voir. Elle est connue ou prévisible dans les cas familiaux, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'avoir du bilan génétique, donc ça me cède quand même pas mal. Elle est fiable en cas de confirmation par séquençage génétique. Alors c'est là où le progrès est vraiment important, et c'est là où il faut que ça s'accélère pour qu'on puisse aller mieux. J'ai des gens qui me disent mon enfant entendait à la naissance, il entendait parfaitement, il se retournait, etc., etc. Oui, il se retournait parce qu'il était vibratoire, il vocalisait parce que c'est un réflexe archaïque qui n'a pas disparu, etc. Et tout d'un coup, on me dit connexine 26 par 2, surdité non évolutive. Quand les parents me disent ça, j'en dis non, il est sûr. Et lui, dans son ventre, à sa maman, le gars de 26, il n'a pas entendu. Et je suis persuadé qu'il y a quand même des différences. On met en place des connexions, on met en place tout ça. Je l'intègre dans ma manière de dire, dans la manière de parler, pour expliquer que ça sera plus long, etc., qu'il y aura des difficultés. C'est une question très chaude pour psychologiquement. Je leur dis pas alors, votre bilan génétique, c'est quoi? Alors, je sais qu'on n'a pas le résultat déjà. Je dis, est-ce que vous êtes déjà entré dans le bilan génétique? Je reçois beaucoup des gens de Necker, donc à Necker, c'est la règle. Donc, tout patient qui rentre va voir le psychologue, tout patient qui rentre va voir, il y a un parcours qui est tout à fait extraordinaire.
Voilà. Et j'intègre en disant, bon, vous me direz quand ça sera arrivé. Il y en a qui veulent pas, alors je leur explique un petit peu l'avantage de connaître du point de vue prothétique. Hein. J'essaye pas de tirer la couverture à moi, je dis, moi je suis professionnel, j'essaye d'avoir le plus d'informations possible pour répondre le mieux possible à vos questions. Et en cas de refus du test, ce qui m'arrive assez souvent, je suis assez surpris de voir des parents qui me disent, je ne veux pas le faire, hein, alors que je pense que c'est utile, eh ben, je fais pas de pression. Mais je leur explique, si vous avez un jour envie d'en parler, si vous avez envie d'en discuter, et souvent, ce sont un des deux parents qui va m'en parler. Car à eux deux, ils n'étaient pas capables d'assumer parce qu'ils ne voulaient pas de responsable. Mais l'un et l'autre, ils sont quand même titillés par l'idée de savoir d'où ça vient quand même. Et surtout par rapport à la suite. Voilà. Le bilan génétique, c'est demandé ou refusé par certains. C'est une démarche assez récente. 30 ans, c'est pas beaucoup. J'ai des patients qui ont 70, 80 ans et qui ont été traités par ma mère à l'époque et qui sont des gens qui n'ont jamais fait de test génétique. Et on le reverra pourquoi tout à l'heure et comment ça se passe. C'est difficile d'accepter d'être responsable. Hein. Il y a des sentiments de culpabilité terribles. J'ai une mère que j'ai appareillé son fils, il avait 9 mois, il a maintenant 40 ans, donc ça fait quand même quelques années, et j'avais tout de suite repéré que cette mère n'entendait pas bien quand même, et puis que ça s'était aggravé. Et un jour, j'essayais évidemment de la convaincre, parce que je sentais qu'elle était malheureuse de cet état de fait. Elle m'a dit, monsieur Bisaguet, en pleurant, il ne faut pas que je pleure moi, je peux pas entendre mieux que mon fils. Voilà. C'était une puissance terrible, et du coup ça m'a fait prendre attention à ça. Excusez-moi, je suis un peu émotif. C'est parfois l'autre qui est responsable. Avec des conflits familiaux, j'ai vu des gens se déchirer, j'ai vu des gens divorcer, j'ai vu des gens se battre devant moi, j'ai vu des gens ne pas accepter en réalité. Et c'est compliqué, surtout quand il y a des projets qui sont différents. C'est vraiment très très compliqué à l'heure actuelle. La génétique, elle est immédiate quand l'arbre généalogique, immédiate en cas de syndrome, et puis à distance quand un séquençage est nécessaire. Ce qui a changé pour moi, c'est le dépistage néonatal. Avant, quand je voyais un enfant, bon, à part de rares cas de famille entière où il y avait des cas, j'avais des enfants qui m'arrivaient entre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, j'ai des enfants de 3 mois. Avec une mère qui n'a pas encore accepté, elle n'a pas pu faire sa résilience. Humainement parlant, c'est difficile pour elle. Hein. Alors par contre, ça a changé parce que je ne m'adresse pas à l'enfant, il est dans son couffin, je m'adresse aux parents, et heureusement, il y a eu déjà un travail de fait, mais il va falloir remettre un petit peu sur l'ensemble. Et aujourd'hui, heureusement, il existe des solutions pour tout. Alors pour tout, non, j'ai des enfants à qui on a dit on va faire l'implant, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cochlée, qu'il n'y avait pas de nerfs, etc. La prudence maximale, elle doit être intervenir. On n'a pas le droit de donner un espoir qui va être déçu. Comme on le disait tout à l'heure en psychologie, il ne faut pas décevoir. Voilà. L'implant, ça change la donne, mais il faut penser aussi que le temps est compté. C'est-à-dire que quand on est dépisté, on n'a pas beaucoup de temps. Et je reprends la phrase de Giochina Gaetano qui me plaît, l'enfant atteint de déficience auditive qui n'est pas appareillé dans ses 6 premiers mois de vie risque des retards permanents du langage. On est vraiment dans un système où il faut aller vite. Le bilan génétique, il est positif pour certains, étiologiquement. Hein, on sait, c'est telle pathologie, c'est ceci, c'est cela, etc. Comme il y a des cartographies, j'ai été voir les cartographies américaines sur un certain nombre de sites. C'est incroyable. Les parents, ils peuvent avoir accès librement à tout ce qui peut exister aujourd'hui avec les conséquences, les ceci, les cela. Ça me fait peur pour eux, parce qu'ils découvrent quelquefois des choses et c'est pas tout le monde n'est pas pareil. On va le voir rapidement, mais j'aurai pas beaucoup de temps. C'est négatif pour d'autres, hein, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de gène connu, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas génétique. Hein, et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on continuera. J'ai des parents qui sont soulagés. Alors, ils arrivent, ils avaient 2 ans à l'époque, maintenant, et ils ont un enfant qui répond pas, et ils ont qu'une trouille. Troubles centraux, autisme, etc. Et on leur dit, c'est surdité, oh, c'est merveilleux, on va pouvoir faire quelque chose. Alors ça, c'est compliqué à comprendre. Puis il y en a qui sont abattus, on leur a annoncé des trucs et ils savent qu'ils s'en sortiront pas forcément, et que leur enfant, c'est pas celui qu'ils ont rêvé, donc c'est un vrai problème. Et on fait partie de ça quand même. Qu'est-ce que c'est la famille? C'est très intéressant pour moi. L'enfant ou l'adolescent connaît-il le concept génétique? On parlait de ça tout à l'heure dans le petit film qui est donné. L'enfant et l'adolescent, sait-il que sa surdité est génétique? La majorité de mes petits-enfants, non, à 10 ans, ils savent pas. 10 ans, 12 ans, ils savent pas. C'est eux qui vont poser la question à maman, et les parents savent. Mais c'est compliqué d'aller parler. L'adolescence, c'est une période hyper difficile. Est-ce que l'enfant doit être au courant? Moi, je pense que oui, mais il faut lui expliquer avec diplomatie, intelligence, psychologie, répondre à ces questions, etc. Et leur demande que j'ai en général, c'est vers 14-15 ans, où ils ne voudraient pas être sourds. Et ils disent, pourquoi je suis sourd, moi? Voilà, c'est compliqué. Et puis sur les anciens patients, faut-il leur conseiller de recourir à un bilan génétique? Je pense que ça serait pas mal, parce que j'ai un exemple d'un de mes patients, que je suis depuis qu'il a 9 mois, qui a un Usher méconnu. Quand est-ce qu'on a su qu'il était Usher? Tout simplement quand il est arrivé
retrouver avec une dégradation de sa surdité, mais aussi, pas de sa surdité, de sa vue. Voilà. Il venait de construire une entreprise d'ambulancier, c'est quand même compliqué pour lui. Hein. S'il avait su, ça aurait été beaucoup plus simple. Et on aurait peut-être fait quelque chose pour s'adapter à lui. Hein. Et ça, on aurait pu faire vraiment des choses bien. Le bilan génétique, il est rassurant pas sur l'évolution. On sait qu'il y a des gens qui vont s'aggraver, on sait des gens qui vont mourir. Il y a des pathologies qui sont vraiment graves, des maladies de surcharge, des trucs comme ça, etc. C'est compliqué et on accompagne les familles. C'est difficile. Ça peut être intégré dans un syndrome plus large et pas forcément sympathique. Hein. Quand vous savez que vous allez être aveugle, peut-être, ou avec en de grandes difficultés, que vous allez peut-être être drainé rénalement, etc. C'est compliqué à supporter. Moi, j'aime beaucoup le travail que font les psychologues, parce qu'on a vraiment besoin d'un partage d'informations. C'est danger de ne pas parler, hein, parce que quand on parle pas, il y a d'autres qui parlent pour vous, ils disent que des conneries souvent. Donc, parce que on croit surtout celui qui est le plus négatif, hein, en fonction de son tempérament. Et bien, le résultat pourrait prédire une partie de l'avenir et mieux comprendre la transmission génération future. On l'a déjà vu, je passe rapidement dessus. Des surdités syndromiques, 1 sur 100 000, 1 sur 10 000, 1 sur 3, non, excusez-moi, 10 gènes pour le Usher, ça en fait quand même pas mal, hein, quand on regarde un petit peu ce qui se passe. Hein. La surdité, c'est quand même 1 sur 1000, 1 sur peut-être 2 sur 1000, et ça représente quand même pas mal. Avec des cas particuliers, comme le syndrome de charge, qui va avoir toute une cohorte d'anomalies, etc., intégrées. Hein, donc, je voulais juste présenter ça, c'est Sandrine Marlin. Je me suis beaucoup servi des travaux de Sandrine Marlin parce qu'elle est exceptionnelle et elle est très humaine. Donc c'est pour ça que c'est important. Et quand je vois que la surdité et le Usher au départ, ça peut être toutes ces anomalies-là, je me dis qu'on a encore du chemin à faire, on a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Alors, vous avez des livres qui, l'Inagrade, par exemple, si vous tapez l'Inagrade sur Internet et vous avez exactement toutes les pathologies, je ne vais pas les décrire, avec les impacts, la surdité, si elle est sévère, profonde, l'évolution, la manière dont ça se passe, etc. Il y a dans la revue, et vous pouvez trouver énormément de choses, hélas, pas sur l'utilisation pour la prothèse auditive, c'est pour ça que je passe rapidement là-dessus. Alors, la génétique de demain, on va voir quelle est aujourd'hui. Merci Paul Avant de m'avoir fait une conférence où il m'a fait prendre conscience de l'importance de la génétique. Regardez ces choses-là, hein, l'onde propagée qui peut être anomalie, déflexion des stéréociles, transduction dans les CCE, électromotilité des CCE, couplage amplificateur de 50-60 décibels avec les CCE, la transduction dans les CCI, le processus synaptique, le processus neuronal, l'homéostasie chimique, mais tout ça, ça peut créer des surdités. Et c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques d'évolution, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques de besoin d'amplification, ils n'ont pas la même caractéristique de traitement de l'information. C'est quand même génial de savoir d'un jour futur qu'on aura besoin d'amplifier plus certaines personnes et mieux de traiter les bruits sur d'autres. On est dans une phase de progrès très importante. Hein. Alors les cibles, vous les avez là, et vous avez quelqu'un que vous devez suivre, c'est Aziz El Amraoui de l'Institut Pasteur. Vous pouvez trouver cette belle photo-là. Je n'ai pas le temps de développer parce qu'il ne me reste plus que 7 minutes, donc j'essaye de tracer. Et quand on regarde un petit peu tout ça, on s'aperçoit de l'endroit où va se trouver, grâce aux gènes, le problème de l'oreille. Donc pour le moment, je regardais l'oreille avec mon casque, avec mon insert pour faire moderne, mais j'utilise toujours le casque quand même. Voilà. Et là, j'ai tout un tas. Vous vous rendez compte le nombre de gènes qui sont inscrits et qui vont avoir chacune une particularité qui va nous permettre vraiment de faire peut-être mieux les choses un jour. Et ça permet peut-être une prédictivité du résultat et de l'évolution. L'analyse génétique pourrait donner, en cas d'anomalie sur un gène, le lieu de l'atteinte, son aspect mécanique, ionique, neurologique, énergétique, son risque évolutif. Un jour, je suis persuadé que l'intelligence artificielle, le big data, va nous donner la possibilité d'avoir une richesse de compréhension et d'action. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on est qu'au début de l'histoire, et ça va s'accélérer. Je suis surpris, moi. J'ai commencé avec un petit tournevis et 2 réglages. Aujourd'hui, quelle merveille, vous avez la chance de rentrer. L'implant cochléaire a changé ma vie. Moi, je trouve que et ça va continuer, parce qu'on n'est qu'au début. Et la génétique, ça sera ça, l'avenir, sur le fond. Je pense qu'on a vraiment des trucs importants. Si jamais j'ai quelqu'un qui a des mitochondries qui collent pas bien, avec des produits qui risquent de lui abîmer, il faut que je le protège davantage, par exemple. Lorsque j'ai quelqu'un qui a des troubles neurologiques importants, je sais que sa activité fréquentielle, sa activité temporelle n'est pas bonne, je vais essayer de lui trouver d'autres moyens. Je vais lui mettre un chef. Je vais toujours essayer de trouver une solution pour aider. Alors, il y a une variabilité intrafamiliale
familial, hein, il me reste 6 minutes. 2 parents entendants, pas de test génétique, évidemment, on est dans les années, je les ai appareillés, les petits, dans les années 80 à peu près, hein, donc pas de test génétique. Ils ont 2 enfants, les 2 parents entendants, voilà, 3 enfants en réalité, mais un qui est sur profond. C'est une jeune fille qui est maintenant très grande, qui a elle-même 2 enfants sur profond, hein. Un déficit auditif profond d'une oreille et moyen sévère de l'autre. Comment se fait-il qu'on puisse avoir d'un côté une surdité sévère avec les mêmes gènes? Ça, c'est de nouveau des choses qu'ils ne comprennent pas. Et puis un enfant avec une audition normale, mais par contre qui ne comprend pas bien dans le bruit. Celui-là, je le surveillerai bien dans 30 ou 40 ans parce qu'il a peut-être une fragilité non exprimée avec des gènes qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils devraient. Voilà. Et puis ils ont 2 enfants surprofonds parce qu'elle s'est mariée avec un surprofond et elle est très certainement connexine 26 qu'elle n'a pas voulu savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde gestuel, ils m'aiment bien parce que je suis leur grand-père spirituel, mais ils veulent pas savoir. Ouais, ils veulent pas savoir. Donc la connexine 26, je passe très très rapidement parce que c'est très court, hein. Surdité isolée, des gènes qu'on connaît, des délétions, des actions supplémentaires qui se rajoutent, hein. C'est pour ça qu'on peut avoir en fonction du lieu de la mutation, parce que quand on parle de connexine 26, la mutation n'est pas la même pour tous, et donc le résultat ne sera pas le même pour tous. Léger, moyen, sévère, profond. Variabilité intrafamiliale, comme on l'a vu tout à l'heure, même au-dessus d'un même individu, très certainement. Je suis sûr qu'ils sont connexine 26. Atteinte peu évolutive dans l'adolescence. Aïe, 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 ça peut s'aggraver quand même avec le temps, hein. Le bilan radiologique est normal, pas de stimulation intra-utérine, comme on l'a vu tout à l'heure, pas de troubles centraux, qualité de l'oreille cohérente avec la perte auditive, et puis l'appareillage, c'est classique, hein, on met un implant cochléaire, ça marche, il ne faut pas attendre. Voilà. Moi, au départ, j'ai eu beaucoup d'enfants qui étaient avec des troubles centraux du décollage. Depuis qu'on les appareille tôt, ils n'ont plus de troubles centraux du décollage. Donc c'est déjà quelque chose. Une petite cellule de rien du tout, et on leur explique. Et peut-être qu'un jour, on pourra la modifier. Donc c'est un vrai problème. Connexine 31, je passe vite, hein, il y a des évolutions possibles. Là, on ne connaît pas l'évolution qu'il y aura, etc. Tout est compliqué. J'ai des troubles j'aimerais bien avoir J'ai combien d'enfants qui ne suivent pas bien l'école? Grâce à Isabelle Rouillon, à Necker, j'ai eu le choix d'avoir appareillé une cinquantaine ou une soixantaine d'enfants qui étaient des enfants avec des troubles de l'attention, des trucs. Et ben, j'ai des familles qui ont tous des troubles de l'attention. Alors j'aimerais bien, c'est là qu'on les séquence, parce que ça permettrait peut-être de sauver des enfants qu'on tape un peu trop fort en disant que tu travailles pas, alors qu'ils ont vraiment des problèmes réels. Et j'espère qu'un jour on pourra s'adapter vraiment. Et donc j'ai des familles entières. L'implant, je vais aller assez rapidement. Prédictivité d'une ADA, d'une neuropathie. Hein, donc on sait maintenant repérer une neuropathie, ce qu'on savait pas faire il y a 30 ans quand on n'avait pas de potentiel évoqué. Et ici, la génétique, c'est roi, hein, pour l'implant. Hein. Pourquoi? Parce que si j'ai une atteinte présynaptique, alors on va éliminer tout de suite la connexine 26, 60% des surdités génétiques chez l'enfant, etc. Et les autres qui sont au sein de la cochlée par une anomalie des différentes parties que je vous ai montrées. Mais voilà, on tombe dans le dur, là, on est avec des neuropathies. Et avec la neuropathie, on ne sait pas... on ne sait pas tout à fait comment ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des attaques génétiques et elles sont présynaptiques pour certaines. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de la localisation, on va avoir ou pas un bon résultat ou un mauvais résultat. Est-ce qu'il faut ne pas implanter les gens parce qu'ils vont avoir un mauvais résultat? Personnellement, j'ai toujours de la souffrance quand je vois quelqu'un à qui on dit on ne peut pas vous implanter. Parce qu'on ne joue pas sa chance. Ma sœur un jour m'a dit, Eric, tu veux pas que je sois implanté? Et je lui ai dit non, ça ne va pas marcher. Et elle m'a dit, je suis le seul à ne pas avoir gagné quelque chose avec ma surdité. Elle est implantée. Et elle a bien fait de le demander parce que ça l'aide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un bon résultat? Voilà, je suis toujours dans cette démarche-là où il faut laisser la chance à tout le monde. Hein. Alors, quand vous avez une autoferline, c'est en présynaptique, il n'y a pas de problème. Le CAV1, le VGLU, machin, etc. Je ne les connais pas par cœur. Hein. Je les ai appris pour l'occasion et je suis obligé de les lire. Hein. Mais voilà, le médecin qui est plus performant que moi, le généticien, il me dit que tout se passe bien et qu'il n'y aura pas de problème et qu'il va être implanté sans difficulté. L'autoferline, hein, j'ai une petite enfant dépistée en 2000, pas de PEA et auto-émission positive, je l'ai appareillé avec une prudence de Sioux parce que je me demandais si ça allait se casser. Le test génétique, c'est AutoF, toc, on s'est précipité, on l'a implanté, c'est merveilleux. Elle veut pas se faire implanter de la deuxième oreille, elle a tort, et j'essaye de la convaincre tout le temps, parce que là, elle serait quand même beaucoup mieux avec un implant des deux côtés, mais elle veut pas. Voilà, donc on suit. De temps en temps, j'ai une atteinte postsynaptique avant le ganglion spiral. Donc on passe rapidement, hein, ces gens-là, oui, 2 minutes, ouais. Voilà, dans l'idée, 1 minute 28.
une prédictivité du NADA, voilà, on a tout ça qui existe, etc. Et on sait maintenant, avant de commencer l'implant sur une neuropathie, si ça va marcher ou pas avec l'ensemble. Alors les progrès sont en cours, ils ne sont pas encore trouvés pour certains. Hein. J'ai une absence de surdité isolée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de génétique qui se passe. Hein. L'intelligence artificielle, ça va mieux se passer. Le futur, c'est mieux comprendre les aspects mécaniques et neurologiques de la cochlée. C'est intégrer la thérapie génique dans notre manière de travailler. C'est pas facile car la cochlée est finie dans les premiers mois. Prévoir la fragilité des éléments et les accélérer. Hein. Et pour finir, dans les 53 secondes qui me restent, voilà, je voudrais parler, on pourra peut-être en reparler derrière. On a fait beaucoup de progrès, on en fera encore, mais il y a l'éthique, il y a l'humain, il y a les difficultés des personnes. Et moi, je rencontre des familles qui viennent me demander qu'est-ce qu'on fait, comment ça. Je suis pas compétent. Honnêtement, je suis pas compétent. Mais je les aime. Et quand ils s'en vont dans une direction mauvaise, j'essaie de les changer. Donc, il y a la fécondation in vitro avec une sélection d'embryons. Il y a une interruption de grossesse. C'est considéré, j'en parlais avec Arnaud, à qui je disais, c'est pas une maladie grave. Il dit, oui, mais c'est pas on peut pas être curatif. Donc ça fait partie, dans certains nombres de cas, de possibilités, etc. Ce qui me fait souffrir, parce que je mets deux petits gamins là que j'ai vus tout petits et qui ont des connectifs 26 tous les deux, et dont la mère m'appelle en disant « Monsieur Bisaillet, il faut à tout prix que vous les sépariez. Ils vont donner des enfants sourds. » Voilà. C'est compliqué, on se rend compte face à de l'humain qui est très compliqué. C'est une colère chez les sourds terrible, hein, je vais passer de 30 secondes, c'est une colère terrible chez les sourds, avec les sourds en colère. J'ai été le seul à pas être bombé, je fais de l'implant cochléaire depuis 89. J'ai été le seul à pas être bombé parce qu'ils savent que je les respecte. Voilà. Et donc c'est une cause de colère, ils m'ont dit un jour, vous allez tuer les sourds, c'est un assassin pratiquement. Hein, voilà. Alors j'aurais expliqué que de toute manière il y en aurait toujours, parce qu'il y a des cas sporadiques qui vont se croiser, et puis tout le monde ne l'exprime pas, mais voilà. Une fausse idée, on a la génétique qui va nous aider, c'est un outil merveilleux, et il faut se l'approprier, ce qui n'est pas le cas, car il n'y existe pas encore de cours spécifique de la surdité en génétique dans nos facultés. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Je vous remercie beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Eric pour cette présentation et la passion qui t'anime et que tu nous partages. On va peut-être appeler Jeanne Cador parce qu'il y a eu quelques questions. Enfin, il y a des questions pour tous les deux. La première question, peut-être, qui est peut-être évidente pour vous, mais qui était est-ce que l'intervention d'un psychologue est systématique lors d'une consultation génétique ? Alors oui, pour la première fois que les patients viennent dans notre centre de référence, effectivement, je ne sais pas si c'est ça la question, mais effectivement, je les rencontre de manière systématique, là en individuel, c'est-à-dire que je suis seule avec eux. Et après, par contre, c'est lors des consultations de rendu de résultats génétiques pour les diagnostics un peu compliqués. Là, je suis présente avec le médecin pour les assister dans cette consultation. Très bien. Alors, il y avait une autre question qui, je pense, peut s'adresser à tous les deux. Vous dites 80% des surdités de perception sont génétiques. Est-ce que vous excluez la presbyacousie ? Est-ce que vous ne parlez que des enfants ? Du coup, peut-être une précision un petit peu par rapport à... C'est évidemment chez l'enfant seulement. La presbyacousie, c'est un phénomène naturel, sauf dans les presbyacousies précoces, où il y a une étude qui a été menée par Christine Petit et toute son équipe, et Arnaud Coès, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui montre qu'on a des systèmes ultra rares qui expliquent pourquoi la surdité existe et comment elle va évoluer. Et donc, chez l'adulte, c'est génétique aussi. On est condamné à progresser. Même chez la personne âgée, on va vivre 100 ans. Hein. Donc, si on n'est pas préventif, on va avoir du monde dans les EHPAD. Hein. Il faut à tout prix qu'on soit évolutif là-dessus. Hein. Et donc, sur les 80% des surdités de l'enfance, je suis sûr qu'on est à 95%. En réalité. Il y a 15% qu'on ne sait pas, mais on est à 95%. Puisque les seuls... Ma sœur, moi, elle est devenue sourde parce qu'on lui a donné un traitement de streptomycine. La molécule qui coupe la molécule d'aminoside n'est pas présente chez certains. Quand on m'a fait de l'agenta, quand j'ai eu mon petit accident de moto, je me suis dit, demain, je suis sourd peut-être. Voilà. Ça existait déjà. Donc, on est en train de rentrer dans un système très important. Et ce n'est que pour, évidemment, 100% des gens de 100 ans sont malentendants. Vous vous rendez compte la richesse que vous allez avoir, jeune audioprothésiste. J'aimerais être là. Merci. Il y avait encore une autre question. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler du regard des parents sur leur enfant suite à l'annonce du diagnostic ?
d'une part dans le cas d'une surdité avec une étiologie génétique ou dans le cas d'un syndrome. Donc le regard du parent sur son enfant. Alors c'est très particulier et très propre à chaque famille, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent où l'enfant a déjà on va dire une multitude de troubles et en fait la génétique va vraiment mettre un mot sur l'ensemble de ces troubles et les faire rentrer dans un cadre qui peut être déjà assez rassurant comme on le disait tout à l'heure. Et puis parfois justement comme dans le cas du diagnostic présymptomatique, c'est vrai que j'ai pas développé mais on a beaucoup de diagnostics de syndrome de Usher où effectivement on annonce à des tout petits et du coup plus à leurs parents que pour l'instant il y a la surdité, mais qu'après il y aura des troubles visuels, le champ visuel qui va se rétrécir, des difficultés à voir dans l'obscurité qui vont évoluer et parfois aussi des troubles de l'équilibre. Donc c'est quand même des handicaps assez lourds. Donc en fait le regard des parents va beaucoup dépendre de là où ils en sont en fait avec leur enfant. Mais c'est vrai que c'est souvent assez ambivalent. On a à la fois un soulagement, une satisfaction de pouvoir enfin arriver à un diagnostic, parfois après des périodes d'errance qui sont vraiment longues et lourdes, et puis parfois plus on va dire un choc et un peu un traumatisme suite à l'annonce de ce diagnostic où vraiment pour eux le monde s'effondre et effectivement ils avaient encore de l'espoir, beaucoup de projections qui peuvent s'écrouler d'un coup, donc c'est très variable d'une famille à l'autre et l'accompagnement on essaye en tout cas de vraiment appliquer notre accompagnement au cas par cas et pour que les familles soient soutenues dans ces moments-là. Moi, je pense quand même qu'il y a une chose importante, c'est à nous, équipe pluridisciplinaire, de faire changer la vision qu'ils ont de leur enfant. Et pour ça, il faut être positif, quoi qu'il arrive. Je pleurerai jamais devant un parent, mais de temps en temps, je souffre à l'intérieur quand je les vois, parce que c'est dur pour eux. Et donc, je me rappellerai toujours d'un homme humain qui était Monsieur Vette. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Et il y avait un petit enfant qui est arrivé sans bras et sans jambes, thalidomide, avec une surdité importante. Et il a trouvé les mots, il a dit « Quel a un joli sourire !» Moi, je ne sais pas faire ça. Mais l'humanité, c'est important quand même. Et merci encore à vous. Merci à nos 3 intervenantes ce matin. Voilà. Et rendez